tout de suite. Émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Wango et bienvenue dans votre émission Parole Jaune. Vous le savez très bien, Parole Jaune, c'est cette plateforme de jeunes qui regroupe différents jeunes afin de discuter, de débattre sur des thématiques liées à cette dernière. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, bien évidemment. Je serai accompagnée de nos chers invités à qui je dis bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons commencer directement par la présentation des disfaites. Nous allons commencer par la dada qui est juste à ma gauche. Une brève présentation. Bonjour, je réponds au nom de mademoiselle Norantanga. J'évolue au sein de l'association Maendeleo. Ok, merci. Voilà, vous allez donner le micro. Voilà, et vous? Oui, bonjour Anita. Oui. Bonjour à tous. Moi, c'est Jean-Claude Ilunga. Je suis délégué des étudiants à l'Université libre de Colosie. Merci. Merci. Et vous, monsieur? Moi, je suis monsieur Lukusa Jonas, coordinateur général de la Vision Verte RDC. Merci beaucoup. Et vous? Oui, bonjour, bien-aimés téléspectateurs. Moi, c'est Kiss Mujinga. Je suis dans les activités qui sont un peu libérales et privées. C'est un peu ça. Donc, je m'appelle Kiss Mujinga. Merci. Merci. Le micro. Ok, merci beaucoup. Moi, je m'appelle David Arsène Kalamb, assistant à l'Université libre de Colosie et entrepreneur. Merci pour la présentation. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet. Je dis bien un petit sujet, mais super intéressant avec nos chers invités. Nous allons parler sur la jeunesse au cœur de l'émergence. La jeunesse au cœur de l'émergence, ce sera notre sujet d'aujourd'hui dans Parole aux jeunes. Déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi l'émergence, Monsieur Jonas? Merci beaucoup, Madame Anita, pour cette occasion que vous nous offrez. L'émergence, c'est pas assez complexe, mais c'est parfois mal compris et mal interprété. Je dirais l'émergence, c'est une évolution d'un point à un autre, d'une étape inférieure à une étape supérieure. Donc c'est ça l'émergence, si on peut retenir en un seul mot. Monsieur Jean-Claude, êtes-vous d'accord avec cette définition? Exactement. L'émergence, quand nous voyons même les pays qui sont émergents, ce sont des pays comme la Russie, tels que le Brésil, ce sont des pays qui viennent du sous-développement et qui sont en train de se développer, qui tendent vers le développement. Donc c'est ça même, l'émergence. Vous sortez d'un point vers un autre. Madame Merci. Nora? Oui, je suis d'accord avec eux parce que donc tout d'abord l'émergence c'est quelque chose, je pourrais dire, le développement. Vous commencez à 1.0 jusqu'à 1.2 jusqu'à ce que vous allez arriver à 1.10. C'est un peu ça.
D'accord. Et vous avez dit que l'émergence, c'est les développements. Et déjà, c'est quoi la différence entre mondialisation, émergence et voilà, développement, mondialisation, émergence, monsieur David? Ok. La différence qu'il y a entre mondialisation et émergence, avant d'ailleurs de donner ces différences, je voudrais d'abord souligner un fait. Quand on parle de l'émergence, on sait que c'est un substantif qui vient du verbe émerger. Et émerger, c'est ce qui venait d'être dit. C'est passer d'un point inférieur, d'un stade inférieur, vers un stade supérieur. J'aime une définition qui dit souvent l'émergence, c'est, au fait, émerger, c'est passer de ténèbres à la lumière. C'est ça, émerger. J'aime bien cette définition. Alors, l'émergence par rapport à la mondialisation, il n'y a pas de différence. La mondialisation inclut en son sein le concept émergence. Parce que la mondialisation, au fait, c'est une pensée qui consiste à amener l'humanité à évoluer comme si on était dans un petit village. Or, si on atteignait cette vision-là, c'est que, on va dire, le monde a évolué. Voyez-vous? Voilà pourquoi je dis, la mondialisation, c'est un concept générique qui inclut en son sein le concept émergence. Et monsieur Kiss, êtes-vous d'accord avec ce que monsieur David vient de dire? Je voudrais un peu ajouter, merci beaucoup pour la question. En fait, moi aussi j'ai un point de vue sur le problème quand vous parlez de l'émergence. Alors je voudrais que ce débat, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes des Lualabé, nous sommes des Congolais. Alors je voudrais un peu qu'on puisse focaliser ce débat sur les Congos et principalement ici au Lualaba. Moi, je voudrais qu'on parle de la jeunesse au cœur de l'émergence au Lualaba. Justement, nous allons en parler. Répondez d'abord à la question. Moi, je vois l'émergence comme étant le développement. Et qui parle de développement, on voit un processus. Vous savez, le développement n'est pas juste une imagination. Ou soit on se réveille comme ça que nous sommes dans le développement. Non. Mais le développement ou l'émergence, c'est un processus. C'est pourquoi moi j'ai défini l'émergence comme un processus, donc de l'infériorité à la supériorité. C'est pourquoi vous allez comprendre avec les phénomènes que nous avons et les systèmes établis au Lualaba, on ne vit pas l'émergence. Moi, quand vous me dites qu'au Lualaba il y a l'émergence, il fallait le démontrer, comme on dit à droite, donne-moi les faits, je donne le doigt. Donc c'est pour dire que l'émergence c'est un processus établi. Justement, Monsieur Jonas, quel rôle peut jouer la jeunesse dans l'émergence de notre pays? Merci beaucoup. Nous venions tantôt d'expliquer le mot émergence. De tous, on a dit émettre un avis positif pour faire voir que c'est de quitter d'un point négatif à un point positif. Pour qu'il y ait l'émergence dans un pays, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. C'est d'abord la politique de cette nation. Quelle est la politique qui est mise en place en République démocratique du Congo pour que la jeunesse congolaise soit émergée? Deuxièmement, qui dit politique, qui dit la je dirais encore, vous allez me permettre de répéter le même mot politique, quelle est la politique d'accompagnement? Quand je dis politique en premier, c'est la décision, la volonté politique des dirigeants de la nation, de la République démocratique du Congo. Quelle est leur vision politique? Et la politique dont je parle de l'accompagnement, ce sont les structures, les cadres, le moyen qui sont mises en place au profit de cette jeunesse qui doivent en profiter pour éclore leurs capacités, leur intelligence, leur ingéniosité, leur savoir-faire. Donc, pour qu'on puisse parler aujourd'hui en général de l'émergence sur la jeunesse en République démocratique du Congo, on doit nous doter une bonne politique. C'est comme les économistes se disent. Fais-moi une bonne politique, je te ferai une bonne économie.
Voilà, je vais revenir à vous. Vous allez donner la parole à Monsieur Jean-Claude qui est juste... voilà, Monsieur Jean-Claude, quel apport peut apporter la jeunesse dans l'émergence de notre pays qui est la RDC? Ok, en fait, la jeunesse a beaucoup à jouer dans l'émergence de ce pays. Moi, j'apprécie déjà l'étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement en RDC, c'est que nous sommes un pays qui vient de la guerre, qui vient des périodes de troubles, qui vient des périodes où il y avait des rébellions à gauche, à droite. Mais le pays a été pacifié et il y a cette paix dans ce pays. Et pour qu'un pays puisse émerger, il faudrait nécessairement qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Et c'est l'étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je ne condamne pas la politique de notre pays parce que dans tous les pays qui ont traversé des moments de guerre, ils ne pouvaient pas émerger dans la guerre. On ne peut pas émerger quand il y a des troubles dans un pays. Et c'est seulement lorsqu'on atteint un niveau ou un moment de paix que l'on peut émerger. Quand vous voyez l'émergence de l'Europe actuellement, c'est après une très longue période de paix, après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont traversé plusieurs années sans connaître de guerre. Et c'est ce qui a facilité l'émergence de l'Europe aujourd'hui. Donc voilà, la jeunesse actuellement a une grande responsabilité, c'est que nos parents peuvent se justifier en disant que nous, lorsque nous étions là, on était dans une période de trouble et on ne pouvait pas influencer positivement dans le développement du pays. Mais nous, actuellement, nous n'avons aucune raison à avancer. Nous sommes au cœur même du développement et nous devons jouer notre rôle de pionnier pour dire que si ce pays se développe demain, c'est parce que nous, jeunesse des années 2000, jeunesse des années 1990, nous, jeunesse des années 2019, nous avons pu agir d'une certaine manière afin de développer ce pays. Monsieur David, pour que notre pays puisse être un pays émergent, quels sont les atouts sur lesquels la jeunesse pour qu'il soit émergent? Voilà, pour que notre pays soit compté parmi les pays émergents, il faudra d'abord que la jeunesse soit consciente. C'est que le pays doit d'abord compter sur la jeunesse. Pourquoi compter sur la jeunesse? Parce que dans la jeunesse, la vision est encore fraîche. Dans la jeunesse, le dynamisme est encore permanent. Je vais donner un exemple. Vous savez, un pays post-conflit comme le nôtre, s'il faut compter sur quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas montre du dynamisme, d'une vision fraîche, vous allez vous rendre compte que nous allons patiner, nous allons rester sur le même point. Mais si le pays pourra compter sur la jeunesse qui a encore une vision, un dynamisme à prouver, je pense que c'est parmi les éléments qui peuvent, n'est-ce pas, amener notre pays à vivre l'émergence. Justement, peut-on compter sur la jeunesse d'aujourd'hui afin d'émerger notre pays? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est-elle consciente? Au fait, la jeunesse d'aujourd'hui, on peut évidemment compter sur elle. Cependant, au-delà du simple fait de compter sur elle, il faut associer une politique de conscientisation. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui se laisse manipuler par plusieurs personnes. L'inconscience caractérise la jeunesse d'aujourd'hui. Et si l'on peut compter sur elle pour amener notre pays à l'émergence, il faudra mettre sur pied une politique de conscientisation. Quand je dis une politique de conscientisation, ça veut dire faire comprendre à la jeunesse le rôle qu'elle doit jouer. Au-delà de ça, faire comprendre à la jeunesse la mission qu'elle doit accomplir ou la mission qui lui a été confiée dans cette nation qui est la RDC. Et mais M. Kiss, êtes-vous d'accord avec ce que M. David vient de dire? Peut-on compter sur la jeunesse actuelle pour émerger notre pays? En fait, il y a à boire et à manger. Hein. À l'allure où vont les choses ici, chez nous, là-bas, bon, je ne pense pas. Pourquoi je dis que je ne pense pas? Quand vous dites, parce que ceux qui nous regardent, ils vont d'abord savoir ce que nous parlons. Nous parlons la jeunesse au cœur de l'émergence. Je vais répéter les sujets, voilà. Vous répondez. Il n'y a pas de problème. Alors, quand on parle au cœur, ça veut dire que la jeunesse est au centre de cette émergence. Tu vois déjà, lorsque la jeunesse est au centre de cette émergence, il y a ce que la jeunesse doit faire
et a une certaine responsabilité. Moi, je dis toujours que la jeunesse, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est un état d'esprit. Vous savez, quand nous, jeunes, on n'a pas un esprit qui est développé, tout ce qu'on peut entreprendre ne réussira jamais. Et vous devez savoir une chose, que la jeunesse, c'est l'âge de l'innovation. Et la jeunesse doit être active et participative à l'émergence, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, regardez même dans le chef des jeunes, même dans l'Assemblée provinciale, que ce soit partout. Mais il n'y a pas une représentativité des jeunes. Nous ne sommes pas là. Mais faites un constat. Répondez à ma question. C'est cela que je dis. Voilà, peut-on Voilà. compter sur la jeunesse actuelle pour émerger notre pays? Il y a les préalables. Ce n'est pas d'emblée qu'on doit compter comme ça. Quand vous dites ça, moi je suis contre parce qu'il faut préparer cette jeunesse. Parce que c'est un danger permanent. Nous avons vu, on vient à peine d'un événement, comment est-ce que les jeunes ont été manipulés par les hommes politiques aujourd'hui. Je vais vous donner la parole, Monsieur Jonas. Je vais vous poser la même question. Peut-on compter sur la jeunesse actuelle pour émerger notre pays? Oui, la jeunesse est là. On peut compter sur Elle est consciente, elle est là, mais est-ce qu'elle est consciente? Je réponds d'abord par oui. La jeunesse est là. On peut compter sur elle. Je vais revenir sur ce que j'avais dit au départ. D'accord. C'est la politique que nous mettons en place pour cette jeunesse. La conscience, la jeunesse a la conscience. Mais elle doit être encadrée. Si la jeunesse est encadrée, vous verrez que la conscience de la jeunesse sera mise en place et sera profitable à la nation en général et à la province du Lualaba en particulier. Donc on doit compter sur la jeunesse, mais il est question de l'encadrement, il est question de lui doter une bonne politique. Quand je dis une bonne politique, la jeunesse, c'est, on dit, de 18 à 70 ans. Ça, c'est en termes d'état d'esprit, la capacité. Mais sur le plan physique, imaginez-vous un jeune qui a 18 ans, qui n'a pas étudié, qui n'a pas un emploi. Ce jeune-là, c'est un danger permanent. Imaginez-vous ce jeune-là qui a étudié, qui a son diplôme de licence en droit, en économie, je ne sais pas moi en quoi, qui n'a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'il va produire? C'est la raison pour laquelle j'ai dit, oui, on doit compter sur la jeunesse, mais on doit mettre une bonne politique pour exploiter ses potentialités. Ok, je vais poser la même question à tout le monde ici. Alors, mademoiselle Nora, vous allez répondre à la même question. Peut-on compter sur la jeunesse actuelle pour émerger notre pays, la RDC? Pour moi, je répondrai oui, on peut compter sur la jeunesse. Quand nous rentrons vers les années en arrière, c'était difficile de trouver les jeunes filles aller à l'école, les hommes, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, quand nous voyons aujourd'hui, tout le monde se bat pour que son enfant aille à l'école, pour que ses enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Déjà là, ça va que c'est déjà un bon point de départ. Et sur un autre point, pour compter sur l'émergence de la jeunesse dans la province de Lualaba. Moi, je dirais ceci à nos autorités. Ils devaient plus créer des écoles techniques. Parce que quand il y a des métiers techniques, ça sera facile. Parce que de nos jours, nous voyons beaucoup de jeunes. Tu finis, tu as ton diplôme de licence, de graduat en médecine. Mais pour avoir un emploi, c'est difficile. Mais avec le technique, c'est plus facile qu'une personne se retrouve, qu'une personne construise son avenir. Moi, je dirais en moi cela. Oui, et Monsieur Jean-Claude, justement, quels sont les atouts que possède la RDC afin d'émerger? Oui, en fait, nous avons plusieurs atouts en RDC. Le premier atout que nous avons en RDC, c'est la jeunesse, évidemment, parce que c'est un atout dans le sens où c'est un pays qui est vraiment jeune. Il y a beaucoup de jeunes dans ce pays. Et c'est un atout dans le sens où ce pays ne s'est pas encore développé. Autrement dit, il y a beaucoup trop de possibilités d'entreprendre dans ce pays. Des possibilités d'affaires, des possibilités de commencer quelque chose dans ce pays. En fait, le développement n'est pas, c'est quelque chose de collectif, mais c'est aussi quelque chose d'individu, autrement dit de leadership. Dans le sens où nous n'avons pas besoin que tous les jeunes prennent conscience pour que ce pays puisse se développer, mais nous avons besoin qu'un seul ou quelques jeunes seulement puissent prendre conscience pour que ce pays puisse se développer. C'est ça même le sens du leadership. C'est quelqu'un qui prend conscience, qui entreprend quelque chose et qui se dit « la masse va me suivre, va prendre modèle à travers moi, à travers ce que j'ai entrepris, à travers ce que je suis en train de faire. » Donc dans ce pays, c'est ce qu'il faudrait au fait. Ce n'est pas de demander à ce que tous les jeunes prennent conscience. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait quelques jeunes seulement qui prennent conscience de l'avenir de ce pays, qui prennent conscience de leur rôle
dans l'avenir de nos descendants, de la future génération qui viendra après nous. C'est cette conscience-là qu'il faudrait que nous puissions prendre. Et pour cela, nous n'avons pas besoin que tous les jeunes puissent prendre conscience, mais quelques jeunes seulement suffiront. Et Monsieur David, dans quel secteur pouvons-nous facilement émerger dans notre pays, ou encore dans quel secteur où il y a priorité d'émerger maintenant? Actuellement, dans notre pays, il y a beaucoup de secteurs qui sont encore, passez-moi le terme, il y a beaucoup de secteurs qui sont encore vierges. Ça veut dire beaucoup de secteurs qui offrent encore les opportunités de pouvoir émerger. Mais je ne veux pas épingler tous les secteurs. Je voudrais évoquer deux secteurs seulement. Le premier secteur, c'est celui qu'on appelle le secteur agricole. Vous allez vous rendre compte que la RDC a du mal à exploiter ces secteurs-là. C'est un secteur sur lequel nous pouvons compter, c'est un secteur que nous pouvons exploiter, auquel nous pouvons affecter suffisamment les moyens pour développer notre pays. Au-delà du secteur agricole, il y a aussi le secteur minier. Nous savons que notre pays, c'est parmi les pays qui sont riches et potentiellement riches. Donc nous ne pouvons pas dire non, parce que nous avons beaucoup de mines, alors nous allons tourner le regard seulement sur les secteurs agricoles. Non. Moi, je pense que ce sont les deux secteurs sur lesquels nous pouvons compter pour pouvoir nous remettre sur la voie du développement. Voilà. Voilà, l'agriculture et les minerais, deux secteurs importants, c'est là, M. David, M. Kist, êtes-vous d'accord? Oui, comme il vient à peine de le dire, aujourd'hui, nous avons des... Vous savez, si vous allez regarder dans la plupart des chefs de jeunes, ce sont des chômeurs. Or que je pense, mon frère ici, il a dit, il est entrepreneur. Tu vois déjà, parce que moi je me rappelle déjà en deuxième licence, on nous a appris le cours d'entrepreneuriat. Ça veut dire que quand un licencié termine déjà, il ne peut pas d'abord rédiger une demande d'emploi. Donc lui-même, il est capable de se créer un emploi. Aujourd'hui, vous allez regarder la plupart des gens même qui violent là, sont des universités. Donc ils terminent comme ça, ils ne savent pas quoi il va faire. Parlons du secteur agricole. Voilà. Et voilà. Du secteur agricole. Aujourd'hui, j'ai entendu, monsieur est en train de dire là-bas que non, nous avons beaucoup d'espace ici chez nous, mais on ne sait pas cultiver ça. Quelqu'un aussi peut cultiver, mais il ne sait pas comment évacuer le produit jusqu'au lieu où on doit le consommer, tu vois. Là, c'est la politique publique, vous voyez. C'est les autorités, ils doivent comprendre comment aider ces gens-là qui font la culture de l'autre côté et mettre le moyen et le transport pour évacuer le produit vers ici chez nous. Tu vois, c'est cela un peu. Et c'est pour et ça va permettre aussi aux jeunes de se retrouver. Aujourd'hui, dans la plupart de chefs ici quand il y a des gens qui... Pardon, je voulais terminer. Oui, oui. Il y a une idée qui me revient. Vous savez, aujourd'hui, chez nous, au Lolaba, ici, il y a beaucoup de saletés. Mais s'il y a un jeune entrepreneur qui se dit que non, moi j'ai une vision, je dois mettre en place une idée comment regrouper et assainir les saletés qui sont au Lolaba, vers un autre endroit. Vous voyez, avec cette idée, il peut embaucher beaucoup de jeunes qui traînent dans leur maison. C'est pour vous dire que nous les jeunes, si on a un esprit bien travaillé, on ne mourra pas de faim et on va plus donner de l'émergence à la province du là-bas. Voilà. Et Monsieur Jonas, Monsieur David nous a tout à l'heure parlé de l'agriculture et du secteur minerai. Est-ce que vous pensez que les deux secteurs seulement peuvent développer notre pays, puisqu'il y a plusieurs forêts, il y a plusieurs minerais dans notre pays, et est-ce que ces deux secteurs peuvent développer, peuvent émerger notre pays? J'aimerais d'abord rappeler une chose. Il a dit il y en a tant. Il y en a tant. Il a cité que T. Oui. Bon, pour répondre à ces deux secteurs, je dirais que tout dépend. Je reviens de ce que j'avais dit à l'introduction. Tout dépend de la politique. Je prends par exemple, moi qui parle maintenant. Il y a quelques temps, on a initié un projet sur l'assainissement de la ville. Monsieur Jean-Claude venait de le dire, qu'il faut seulement qu'il y ait une tête, un groupe ou une personne puisse initier. Et ça peut créer un vent pour que les autres intègrent cette vision. La jeunesse souffre pourquoi? La jeunesse souffre parce qu'elle n'est pas encadrée. La potentialité, on peut le dire matin, midi, soir, la jeunesse a la potentialité.
Les initiatives, la jeunesse a les initiatives. Mais le problème, c'est les cadres d'expression. Nous ne devons pas nous voiler la face. C'est les cadres d'expression. Les cadres d'expression que je parle, c'est quoi? Un jeune qui a un programme, un jeune qui a un projet, qui soumet son projet à l'autorité municipale, à l'autorité provinciale, à l'autorité d'un secteur X, Y. Est-ce que ces jeunes ont toujours eu un gain de cause? C'est ça le vrai problème. Et Monsieur Jonas, j'ai parlé, qu'il doit y avoir une bonne politique. voilà, nous allons en parler justement. On a prévu d'en parler. Est-ce que dans quel secteur pouvons-nous facilement émerger? Dans quel secteur la jeunesse peut pas limiter la jeunesse pour dire qu'il y a un secteur X que la jeunesse doit se développer. Il n'y en a pas. Il y a plusieurs secteurs. Il est question de mettre une bonne politique d'exercice, une bonne politique d'expression pour que la jeunesse s'éclose. Sinon, on va commencer à chanter matin, midi, soir, comme j'ai toujours vu pour la journée de 8 mars. Émergence, émancipation, part égale, égalité. On va continuer avec les termes sans pour autant émerger. Voilà, Monsieur Jean-Claude, êtes-vous d'accord? Dans quel secteur la jeunesse peut-elle émerger? En fait, il y a 3 secteurs, le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Mais j'aime bien parler du secteur tertiaire parce que c'est un secteur de service. Et pour la jeunesse, je pense que ce secteur-là, c'est un secteur qui est vraiment rentable parce que ils peuvent se développer dans le transport, dans les services, dans ce secteur-là. Mais quand même, j'aimerais parler du secteur primaire et du secteur secondaire parce que le secteur secondaire, c'est un secteur qui n'est pas vraiment valorisé dans notre pays. Tout ce que nous produisons dans ce pays, c'est-à-dire les minerais ou l'agriculture, nous l'utilisons, nous la consommons ou bien nous l'envoyons à l'étranger pour être transformé. Mais nous avons besoin que dans ce pays, nous ayons des entreprises de transformation. Et ça va faire à ce que nous puissions avoir aussi des jeunes qui vont travailler dans ce pays. Au lieu d'amener par exemple le cuivre à l'extérieur pour être transformé, mais nous pouvons avoir nos entreprises ici sur place qui sont en train de fabriquer les produits de première nécessité ici même sur place au Congo. Voilà ce que nous demandons aux autorités. Et ça, c'est pas vraiment les jeunes qui peuvent le faire d'eux-mêmes, mais il faudrait un accompagnement des autorités de la province. Mais quand même, le secteur tertiaire, c'est un secteur dans lequel les jeunes peuvent vraiment se développer. Par exemple, dans le transport, dans les banques, dans le secteur tertiaire de services. Voilà pour émerger notre pays, M. Jean-Claude. Pouvons-nous imiter le modèle occidental ou doit-on créer notre modèle d'émergence? En fait, nous devons imiter, mais pas imiter la totalité. Dans le sens où ce qu'ils ont déjà fait, c'est pour nous un modèle, mais nous devons l'adapter par rapport aux réalités de l'Afrique, aux réalités de notre pays. Nous avons pris un très grand retard par rapport au développement des Occidentaux qui se sont développés pendant des siècles déjà, mais nous, c'est à peine que nous sommes en train de nous lancer sur la voie du développement. Donc nous devons en même temps imiter le capitalisme, en même temps imiter le socialisme, en même temps imiter le communisme chinois, mais en même temps nous devons trouver un modèle particulier à l'Afrique, l'africanisme, c'est-à-dire nous nous développons par rapport aux réalités présentes de l'Afrique. Voilà. Monsieur David, êtes-vous d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je voudrais ajouter un élément. Vous savez, les Occidentaux, s'ils se sont développés, il y a un principe que nous, Africains, nous avons toujours ignoré. Les Occidentaux partent de la pratique à la théorie. C'est qu'ils constatent d'abord des choses sur le terrain et puis ils développent des théories par rapport à ce qu'ils constatent sur le terrain. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Nous, au fait, même si ce que nous recevons comme théorie ne cadre pas, ne correspond pas à notre contexte, nous voulons tout faire. C'est comme vous avez 10 litres de carburant, mais vous voulez mettre ça dans le réservoir qui ne peut contenir que 5 litres. Voilà un peu comment est-ce que nous sommes en train de vivre. Donc nous devons nécessairement... Nous, dans notre pays, il y a un modèle. Un modèle, ce sont les Occidentaux. Nous pouvons copier ce modèle-là et
au-delà du phénomène copier-coller comme c'est courant dans certains milieux, nous devons voir comment développer un modèle qui puisse être propre à nous, Africains, comme les Chinois. J'ouvre une petite parenthèse. Les Chinois n'ont pas inventé un modèle de développement. Ils sont partis des modèles qui existent et de ces modèles-là, ils ont confectionné, ils ont élaboré leur propre modèle de développement. Et aujourd'hui, quand nous voyons les Chinois, bon, nous avons l'impression que c'est un nouveau modèle de créature. Voyez-vous? Donc, nous aussi, nous devons voir ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est passé ailleurs pour qu'ils soient au stade où ils sont. Et partant de cela, mettre sur pied notre propre modèle de développement. Mettre sur pied notre propre modèle de développement. Monsieur Kiss, êtes-vous d'accord? Oui, il a tellement raison de ce qu'il a évoqué. Parce que moi, je pense que nous, les Congolais, nous avons nos valeurs, nous avons nos cultures. Le problème, c'est quoi? On ne peut pas tout imiter de la Chine, des États-Unis, mais non. Mais nous avons quand même nos valeurs que nous devons mettre en place. Vous savez, d'abord, il faut savoir, de un, qu'est-ce que les Congolais veulent d'abord, premièrement. Il a touché les secteurs agricoles. Vous voulez d'abord avoir des grandes choses, si déjà des petites choses là, vous ne savez pas les maîtriser. D'abord, nous, pour d'abord manger, c'est tout un problème. Aujourd'hui, regardez, nous mangeons que la farine qui vient de la Zambie. Nous-mêmes, nous sommes incapables. Le pays comme le Congo. Mais ça, moi, quand je regarde comme ça fait la honte. Et regardez, la farine aujourd'hui, c'est 30 000, 28 000, alors que nous étions à 13 000. Monsieur Kiss, répondez à ma question. Peut-on imiter le modèle occidental ou créer notre propre modèle? Moi, je dis que nous devons imiter avec sagesse, avec intelligence. On ne peut pas tout imiter parce qu'ils ont commencé d'un point 1 jusqu'au point 10. Maintenant, nous, il y a des préalables pour l'imiter. C'est ça le problème d'abord. Aujourd'hui, si vous allez chez les Occidentaux pour manger et le boire, le première nécessité, mais ils ne recherchent pas de telles petites choses. C'est pour vous dire qu'ils ont passé d'une étape à une autre. Raison pour laquelle nous aussi, pour avoir l'émergence, il faut commencer par des secteurs primaires. Le manger, le boire, le moyen de transport. C'est un peu ça, madame. Et Monsieur Jonas, nous avons énormément parlé sur les atouts que possède la RDC, mais justement, quels sont les obstacles ou les points faibles que la RDC devra lever pour atteindre l'émergence? Les obstacles, Monsieur David venait de le dire, nous voulons fabriquer la roue. Il ne faut pas fabriquer la roue. La roue, on la prend, on la met juste à l'endroit qu'il faut. Il ne faut pas fabriquer la roue. Le point qui crée comme obstacle à notre émergence, à notre développement, surtout de la jeunesse, je vais toujours insister sur la vision politique d'une nation. On dit aujourd'hui le rêve américain. Le rêve américain, c'est quoi? Quand un enfant grandit, il met des gens en tête que je suis américain, je suis grand, aucun pays du monde est plus fort que ma nation américaine. C'est ça ce que nous devrions d'abord nettoyer, fomenter s'il faut, si vous me permettez l'expression, la façon de raisonner, la façon de concevoir les choses dans la jeunesse congolaise. Nous devons quitter les stades de copier-coller avec. Parce que tu es allé sur Internet, tu as vu quelque chose, tu penses que de la même manière que tu as vu en Europe, c'est la même manière que tu dois vivre ici au Congo. C'est faux. De la même manière que ça se passe en République démocratique du Congo, c'est de la même manière que tu vas vivre avec ici au Lualaba. C'est faux. Les obstacles, c'est quoi? C'est manque de pousser plus de réflexion. Ce manque de mettre en place un mécanisme d'adaptation. Nous devons apprendre à adapter les réalités du terrain, du milieu, pour que nous puissions nous émerger. Je veux vous donner la parole, mais avant cela, je donne la parole. Madame Nora, je reviens à vous, mais je donne la parole d'abord à Monsieur Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, quels sont les obstacles, quels sont les points faibles que la RDC devra lever pour atteindre l'émergence? En fait, c'est une question de mentalité. C'est vrai, c'est que monsieur vient de dire. C'est que nous devons aussi travailler sur la mentalité de Congolais, la mentalité des jeunes de ce pays. C'est que nous devons comprendre que le développement ne viendra pas des Européens.
Les Européens ne viendront pas ici pour nous développer. Et d'ailleurs, le sous-développement de l'Afrique, c'est ce qui favorise même l'émergence ou bien qui facilite même l'économie de l'Europe. Autrement dit, n'est pas dans l'intérêt des Européens de voir l'Afrique se développer. Okay. Donc voilà, si nous voulons nous développer, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. Voilà. Kabila l'a dit, prenez-vous en charge. Donc j'aimerais bien citer ce grand homme qui nous a déjà quittés, qui a dit prenez-vous en charge. Nous devons nous prendre en charge. On ne peut pas tout le temps compter sur les politiques ou bien sur le gouvernement, mais nous devons cultiver cette mentalité même des Américains qui veut que lorsque tu es jeune, lorsque tu es américain, tu dois entreprendre, tu dois te prendre en charge, tu dois commencer une affaire, tu dois te lancer dans quelque chose. Voilà. Donc je pense que c'est cette mentalité-là que nous devons développer dans ce pays. Voilà, Monsieur David, tout à l'heure, Monsieur Jonas nous a parlé de la mauvaise gouvernance. Est-ce que ça fait partie des obstacles que la RDC devra lever? La mauvaise gouvernance, bon, c'est inévitable, c'est parmi les obstacles. Mais au-delà de cet aspect, je voudrais évoquer une citation d'un président des États-Unis, si j'ai bonne mémoire, c'est John Kennedy qui a dit « Ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous. Par contre, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous, citoyens, vous pouvez faire pour votre gouvernement. » Donc, si nous essayons de scruter cette pensée minutieusement, vous allez vous rendre compte que nous allons nous retrouver sur le chemin de développement. C'est que si chaque citoyen congolais va arrêter d'attendre quelque chose du président de la République, qui est aussi un citoyen, quelque chose du Premier ministre, qui est aussi un citoyen, si chaque citoyen va décider de prendre la houe, d'aller faire son champ, si chaque citoyen va décider avec ses $100 ou $200 dans ses poches de commencer quelque chose, je pense que ça sera ça le point de développement. Lorsque chaque citoyen prend conscience, j'ai parlé de la conscientisation au début, lorsque chaque citoyen prend conscience du rôle qu'il doit jouer dans son pays, c'est ça le point de départ de l'émergence. Et Monsieur Kiss, nous parlons de l'émergence. Notre pays sera émergent d'ici 2030. Est-ce que vous croyez à cette émergence-là? Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, je crois, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nous jeunes par rapport à notre état d'esprit, je crois que oui, ça ira. Et parce que nous sommes en train de travailler, de façonner la jeunesse, son esprit, pour lui dire que tu n'es pas n'importe qui. Demain, tu seras gouverneur, député, donc tu as les atouts à développer ce pays et les LOLAB. Donc je crois à ça, je crois à l'émergence. Monsieur Jonas, je vais vous poser la même question. Ce sera la même question pour tout le monde. Est-ce que vous croyez à l'émergence d'ici 2030 dans notre pays? L'émergence d'ici 2030, c'est la vision politique des nations. Si cette vision politique est mise en place, si cette vision politique est respectée, si cette vision politique rencontre les attentes de la jeunesse, met en exergue la capacité d'expression de la jeunesse, c'est possible. Merci. Et Madame Nora, l'émergence d'ici 2030, notre pays sera émergent. C'est devenu un slogan. Est-ce que vous y croyez? Oui, je crois. C'est que je demanderais juste, notre gouvernement doit mettre en place juste le mécanisme et le perspective pour arriver à cette émergence. Oui, il est bon d'y croire, mais parce qu'on parle de jeunes, les jeunes peuvent avoir des initiatives, des idées, de créer des emplois. Oui, tout commence par créer. Tu commences, tu mets tes idées en place. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire, mettre tes idées en place pour que cela soit une réalité? C'est difficile. C'est pourquoi moi je demanderais que à notre gouvernement, ils doivent vraiment aider les jeunes. Tu peux bien avoir les idées, mais tu déposes un projet. Parce que tu n'as pas de capitaux de financement. Il faut que le gouvernement étudie ces projets-là. Si ces projets-là, c'est un bon projet, et il finance ces projets-là, et je crois que vraiment, le pays va émerger. Et vous, Monsieur Jean-Claude?
Oui, je suis optimiste. D'ailleurs, je tenais à féliciter notre gouverneur, M. Mouyej, qui a remporté les élections, une fois de plus. Alors, nous le félicitons et nous croyons, nous sommes optimistes selon qu'il est vraiment compétent et toutes les autorités qui nous dirigent, nous croyons en leurs compétences et nous sommes optimistes parce que ce sont des gens qui sont vraiment compétents selon que nous les avons vus travailler. Merci. Voilà, et ce sera votre dernier mot, Monsieur David. D'ici 2030, notre pays sera émergent. Vous êtes optimiste, est-ce que vous y croyez? Voilà, j'y crois et j'y crois fermement. Pourquoi? Parce que le pays a tous les atouts. Il faut seulement voir comment on peut commencer à activer. Quand on parle de la vision, il y a toujours une provision. Or, la provision dans notre pays, il y en a. Il faut voir comment commencer à activer cette provision pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à concrétiser la vision que nous avons d'ici 2030. Donc, ce n'est pas impossible. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion les samedis, mais aussi sur notre site, le www.wangu.info. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre émission. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. On se salue.